Chapitre 16. Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson régnait en maître. Ten, qui vieillissait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance, et voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies, et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappaient complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe, dans les pays civilisés. Il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que Vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, Vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible de faire comprendre cela à Vendredi. Tantôt il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal, utile ou nuisible. Tantôt il accomplissait sur des animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Même Ten avait compris qu'il devait laisser en paix ces horribles bêtes parce que Vendredi les avait pris sous sa protection. Robinson eut bien du mal à s'en débarrasser. Un jour, il les emporta dans la pirogue et les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il emporta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur la planche et la planche dans la mer. Les rats, cramponnés à ce petit bateau improvisé, n'osaient pas se jeter à l'eau, pour revenir à la plage et le courant les emporta au large. Vendredi ne dit rien, mais Robinson vit bien qu'il savait, comme si Ten, qui avait tout vu, lui avait raconté ce qui s'était passé. Un autre jour, Vendredi disparut pendant plusieurs heures. Robinson allait partir à sa recherche quand il vit une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage. Il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île, mais le règlement voulait qu'on prévînt le gouverneur en précisant le lieu et l'heure qu'on avait choisi. C'était pour éviter toute confusion avec le feu rituel des Indiens qui pouvait toujours revenir. Si Vendredi avait négligé de prévenir Robinson, c'était sans doute que ce qu'il était en train de faire n'avait aucune chance de lui plaire. Robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Ten. Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait posé une grosse tortue qu'il avait fait basculer sur le dos. La tortue n'était pas morte et elle battait furieusement l'air de ses quatre pattes. Robinson crut même entendre comme une toux un peu rauque qui devait être sa façon de crier. Faire crier une tortue? Fallait-il que l'Indien eût le diable au corps? Quant au but de cette horrible opération, il le comprit en voyant la carapace de la tortue se redresser, devenir presque plate et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pendant ce temps, Vendredi, avec un couteau, coupait à l'intérieur les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la mer, suivie par Ten, qui courait derrière en aboyant. Puis elle s'enfonça dans les vagues. « Elle a tort, dit tranquillement Vendredi. Demain, les crabes l'auront mangée. » Puis il se mit à frotter avec du sable l'intérieur de la carapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé. « C'est un bouclier, expliqua-t-il à Robinson. C'est comme cela qu'on les fait dans mon pays. Aucune flèche ne peut le percer, et même les grosses bolasses rebondissent dessus sans le casser. » Robinson en voulait beaucoup à Vendredi de la cruauté qu'il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un peu plus tard, il eut l'occasion de voir à quel point Vendredi pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l'avait adoptée. Malheureusement, il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses parents avaient abandonné.
C'était une horrible petite bête avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lourdes pattes maladroites et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. Il ouvrait largement son énorme bec et le tendait en piaillant chaque fois qu'on s'approchait de lui. Vendredi commença par lui donner des morceaux de viande fraîche qu'il avalait avec avidité. Mais bientôt le petit vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la journée et sous son maigre duvet son gésier saillait comme une boule dure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors Vendredi laissa des boyaux de chèvre pourrir au soleil. Bientôt, on vit des asticots blancs et gras qui grouillaient dans la viande nauséabonde. Vendredi les recueillit avec un coquillage, puis il les mit dans sa bouche et les mâcha longtemps. Enfin, il laissa couler dans le bec du petit vautour la bouillie blanche et épaisse qui résultait de cette mastication. « Les vers vivants trop frais, expliqua-t-il. L'oiseau malade. Alors, il faut mâcher, toujours mâcher pour les petits oiseaux. » Robinson, qui le voyait faire, en eut l'estomac soulevé de dégoût, et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il admirait les sacrifices que pouvait faire Vendredi quand il avait décidé d'aider un animal. Chapitre 17. Depuis l'arrivée de Vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que, grâce à son nouveau compagnon de vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'il n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva plus à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent et les arbres parfaitement immobiles paraissaient dormir, comme Vendredi et Taine, enlacés à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur ni de général, bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finît jamais, que les vacances durent toujours, mais il savait que le jour allait revenir et avec lui tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il se leva et il alla arrêter la clepsydre. Puis il ouvrit la porte, il enjamba les corps de Vendredi et de Taine et il se dirigea vers la grotte au fond de laquelle justement la nuit ne finissait jamais. Le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi 2 heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé et il se sentait de très bonne humeur. Que faire ? Il y avait bien les choux à arroser, les chèvres à traire et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'homme blanc disparaissaient et Vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé mais non verrouillé, dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule, puis il sortit, suivi par Taine. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cactés qui avaient des formes et des silhouettes les plus bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc vert hérissés de piquants, avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactus. Ses vêtements, Vendredi n'aurait pas songé à s'en vêtir lui-même. Mais il trouva amusant d'en habiller les cactus qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors, pendant plus d'1 heure, il disposa sur ces drôles de plantes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux. Il leur enfila des robes, des pantalons, des gants. Il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des faces à main et des éventails qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis, il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air, dans leurs somptueux atours, de se contorsionner, de se faire des révérences, de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ces bons hommes et ces bonnes femmes absurdes, en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Taine gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos au cactus et aux cactés habillés, et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage.
Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros cailloux compliqués qu'il avait accrochés au cactus. Il les lançait à Ten, qui courait après en aboyant, et les lui rapportait. Puis il lui lança dans la mer cette fois des morceaux de bois, et le chien se précipitait dans des vagues. Il battait l'eau de ses quatre pattes et il revenait vers Vendredi, porté par le déferlement. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit 7 fois sur l'eau avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu, c'est que Ten s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta à une vingtaine de mètres, mais là, il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager, et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue, mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Ten ? Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à vider l'eau. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt, l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne, tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard, toute la rizière était à sec. La récolte était perdue, mais Ten pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt. Chapitre 18. Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près de 36 heures, il ne fut pas très surpris de ne plus retrouver Vendredi. Seul Ten l'attendait fidèlement sur le seuil de la porte de la maison. Il avait d'ailleurs l'air gêné et coupable, ce pauvre Ten, et c'est lui qui conduisit Robinson d'abord dans la plantation des cactus et des cactés, où s'étalaient les plus beaux vêtements et tous les bijoux qui venaient de la Virginie, puis à la rizière, où la récolte de l'année achevait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une grande colère. À tout hasard, il ferma la vanne d'évacuation de la rizière et ouvrit le canal d'alimentation. Peut-être les plants de riz voudraient-ils reprendre. Ensuite, il passa toute une journée à ramasser sur les cactus et les cactés en se piquant cruellement les doigts les vêtements et les bijoux qui étaient ce qu'il possédait de plus beau dans l'île. Il était d'autant plus furieux qu'il se sentait lui-même un peu coupable. S'il n'était pas descendu dans la grotte, tout cela ne serait pas arrivé. Le lendemain, il se décida à partir à la recherche de Vendredi. Sa colère s'était calmée et l'absence de son compagnon commençait à l'inquiéter. Il entreprit donc de battre la forêt vierge avec l'aide de Ten. Le chien, qui avait bien compris qu'il fallait retrouver Vendredi, fouillait les buissons, se glissait dans les fourrés, suivait des pistes dont l'odeur ressemblait à celle de Vendredi, et il aboyait pour prévenir Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C'est ainsi qu'il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le camp secret de Vendredi. Il y avait d'abord entre deux arbres un hamac de lianes rembourré avec un oreiller et un matelas d'herbes sèches. C'était un lit suspendu, de toute évidence très confortable. Puis, assis sur une espèce de fauteuil fait de branches d'arbres ligaturées, on découvrait une drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des cheveux longs en raffia. Ainsi, Vendredi, pour n'être pas tout seul, s'était fabriqué une fiancée. Enfin, Robinson vit, suspendu près du hamac, à portée de la main de celui qui y était couché, un tas de petits objets à la fois utiles et amusants dont l'Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes comme celles des peaux rouges d'Amérique du Nord, des fléchettes, des peaux de serpents séchés, une espèce de petite guitare, etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir comme Vendredi avait l'air d'être heureux et de s'amuser sans lui. À quoi donc servaient tous les travaux et toutes les obligations qu'il s'imposait chaque jour ? Vendredi ne pouvait plus être loin. Tout à coup, Ten,
tomba en arrêt devant un massif de magnolias envahi par le lierre, puis avança pas à pas, les oreilles dressées, le cou tendu. Enfin, il s'arrêta, le nez contre l'un des troncs. Alors le tronc s'agita et le rire de Vendredi éclata. L'Indien avait dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs. Sur tout son corps, il avait dessiné avec du jus de génie-papo, une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges, des rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse. Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exécuta une danse triomphale autour de Robinson, puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les vagues. Chapitre 19. La vie reprit son cours tant bien que mal. Robinson faisait toujours semblant d'être le gouverneur et le général de l'île. Vendredi faisait semblant de travailler durement pour entretenir la civilisation dans l'île. Il n'y avait que Ten qui ne faisait pas semblant de faire la sieste toute la journée. En vieillissant, il devenait de plus en plus gros et lent. Vendredi, lui, avait trouvé un nouveau passe-temps. Il avait découvert la cachette où Robinson dissimulait le barillet à tabac et la longue pipe en porcelaine du capitaine Van Dessel. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il allait fumer une pipe dans la grotte. Si Robinson le découvrait, il le punirait sans doute lourdement, parce qu'il n'y avait presque plus de tabac. Fumer était un plaisir que Robinson ne s'accordait plus que très rarement dans les grandes occasions. Ce jour-là, Robinson était descendu sur le rivage inspecter des lignes de fond que la marée descendante venait de découvrir. Vendredi mit le barillet sous son bras et il alla s'installer au fond de la grotte. Là, il s'était construit une sorte de chaise longue avec des tonneaux couverts de sacs. À demi renversé, en arrière, il tire de longues bouffées de la pipe, puis il chasse de ses poumons un nuage bleu qui s'épanouit dans la faible lumière provenant de l'entrée de la grotte. Il s'apprête à tirer une nouvelle bouffée de la pipe quand des cris et des aboiements lointains lui parviennent. Robinson est revenu plus tôt que prévu et il l'appelle d'une voix menaçante. Ten jappe, un claquement retentit. Robinson a donc sorti son fouet. Sans doute s'est-il enfin aperçu de la disparition du barillet de tabac. Vendredi se lève et marche vers le châtiment qui l'attend. Soudain il s'arrête. Que faire de la pipe qu'il tient toujours dans sa main? Il la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte, là où sont rangés les tonneaux de poudre. Puis, bravement, il va rejoindre Robinson. Robinson est furieux. Quand il voit Vendredi, il lève son fouet. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre font explosion. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit, avant de s'évanouir, les gros rochers qui surmontent la grotte rouler les uns sur les autres comme les pièces d'un jeu de construction.